Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon invité de ce soir est le président du MR, Mouvement pour le Renouveau, et député de la circonscription de Dibaya dans le Kasaï occidental. C'est un fils de la Deuxième République, issu d'une famille ancrée dans l'histoire politique congolaise. Certains observateurs l'éloignent des réalités du petit peuple par sa jeunesse privilégiée et dorée. On en discute avec lui et je vais le rejoindre. Clément Kankou Boukassa, bonjour. Bonjour. Alors, la première réaction, comme de coutume, ce sera par rapport au portrait que je viens de faire de vous. Est-ce que vous avez des commentaires, des observations ? Non, pas nécessairement, mais bon, un peu caricatural à la fin, mais bon, je crois que dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien, sauf que bon, il faut quand même que les gens sachent que je suis né à Kananga quand même. Et que bon, la première commune où j'ai habité à Kinshasa, c'est quand même Lemba. Donc, je ne suis pas né à Binza ou à la Gombe, même si j'ai passé quand même le clair de ma vie là, dans ce genre de communes. Mais bon, il faut dire quand même que j'ai connu avec les parents pratiquement toutes les facettes de la vie. Hein. Quand même, hein, mon père, à un moment, pour la petite histoire, était obligé de, quand il est rentré de la Belgique, de poursuivre ses études ici, quand on était encore enfant. Et il était au campus, et ce n'était pas que facile. C'est pas une commune populaire à la base, Lemba. Oui, mais tu compares pas Lemba avec Kalina quand même. Certes. C'est bien que vous ayez parlé de votre père parce que, évidemment, j'ai l'habitude de faire une photographie familiale de la personne que je reçois. Et ce qui est intéressant pour moi, ce serait que vous me racontiez l'endroit où vous êtes né et le cadre dans lequel vous avez commencé à grandir, la prime enfance. Écoutez, moi, je suis né à Kananga. Je suis jumeau, avec une jumelle à Kananga. Et les parents sont allés avec nous à Lubumbashi, je crois 2 ans après. On a grandi un peu à Lubumbashi et puis Kinshasa. Et Kinshasa, comme je l'ai dit, on a atterri à Lemba. Je crois que dans mes souvenirs, on était quand même très enfants, dans mes souvenirs, je crois qu'on aurait aussi habité Bandal. Et transition avant d'aller à la Gombe, Vama, où j'ai eu la chance j'ai eu la chance de suivre le match de boxe Ali Foreman. J'étais au stade, comme j'étais à proximité, juste à côté du stade Papa Raphaël. Puis nous sommes allés à la Gombe où les parents venaient de construire une maison. On est resté quelques années, quand même assez longtemps. Et puis Ngaliema. Et de Ngaliema, je crois que toute la famille est allée en Europe. C'est ça un peu la petite histoire de la famille. Vous nous parlez de votre père qui est Chibobo Chilapachi, qui a pendant des années été ministre, qui a occupé d'autres fonctions durant la Deuxième République. Qu'est-ce que cet homme et votre mère forcément, et quelles sont les valeurs cardinales essentielles qui vous ont léguées ? Valeurs morales d'abord. C'était un nombre de principes. Il ne faisait pas de choses en fonction des autres. Il les faisait en fonction de ses propres convictions. Ma mère de même. Et d'ailleurs, vous verrez que dans ma famille, j'ai au moins 4 frères qui sont pasteurs. Il y a une question qui pour moi, et peut-être pour les téléspectateurs, serait intéressante. J'ai dit fils de la Deuxième République. Et on a parlé d'héritage. Qu'est-ce qu'il y avait selon vous à l'intérieur de l'observation de ce régime ? Comment le perceviez-vous quand vous étiez enfant ? Comment l'avez-vous vécu ? Est-ce que vous aviez du recul ? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut demander à un enfant de 10 ans ou de 12 ans qui vit la vie avec ses parents ? Il faut quand même dire que le Zaïre à l'époque, il y avait quand même... les gens vivaient un peu mieux qu'aujourd'hui. Les Zaïres de l'époque, par exemple, des choses très simples, il n'y avait pas de problème de délestage, ni problème d'eau. Donc les inégalités sociales étaient plus ou moins, je dirais, je ne peux pas dire qu'il n'y en avait pas, mais c'était un peu plus ou moins équilibré, plus ou moins. Vous savez, à l'époque, les fonctionnaires pouvaient s'acheter des voitures. Hein.
un fonctionnaire pouvait vivre une vie normale. Alors qu'aujourd'hui, il y a une telle fraction entre les classes que même un enfant le sentirait directement. Avec d'abord le personnel de la maison, mais en sortant de la maison. Vous savez, moi je demande souvent à mes amis avec qui on a été à l'école primaire, au collège Boboto, combien connaissent le prix du Minerval qu'on payait? Personne ne peut te dire combien on a payé. Alors que les enfants aujourd'hui savent que le Minerval coûte cher, savent qu'on les chasse de l'école, même quand ils sont fils de ministres, fils de députés, ils savent combien coûte le Minerval. Donc tout ça fait que aujourd'hui les enfants peuvent ressentir plus facilement les inégalités, ce genre de choses que quand nous on était encore enfants. J'entends bien Clément Kankou, mais est-ce que les affres que nous vivons aujourd'hui ne sont pas la conséquence directe de cette période-là? L'histoire est telle qu'elle est, les réalités que nous vivons aujourd'hui ne sont pas à retirer de ce qui a été fait à ce moment-là. Écoutez, il faut quand même dire que ça fait aujourd'hui, si je ne m'abuse, je crois 17 ans, je crois que l'AFDEL est là. Les choses étaient très compliquées dans ce pays. Donc il faut dire, c'est vrai que Mobutu, les premières années de Mobutu étaient de belles années où un Zaïre valait $1, des choses comme ça, où on sortait d'ici. Je me rappelle qu'on allait à l'étranger avec des Zaïres. Tu pouvais les changer. Il y avait des usines dans ce pays, hein. Il y avait des usines de montage de véhicules dans ce pays. Et 20 ans plus tard? Non, je vais y arriver. Mobutu a laissé un héritage très important, le barrage Inga. Inga a fourni du courant dans pratiquement toute l'Afrique. C'est un héritage de Mobutu. C'est vrai qu'il y a eu une forte corruption du temps de Mobutu. Je dirais, malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a des conséquences par rapport à ce que Mobutu a fait, mais tout ne s'explique pas par rapport à ce que Mobutu a laissé. Je crois qu'en 17 ans, les gens auraient pu, de là où ils sont partis, s'organiser. Je parle d'Inga, je vais encore revenir sur Inga pour dire qu'en 17 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour Inga? Il y a eu de l'argent qui est arrivé, rappelez-vous, les fameux détournements de l'argent de la SNEL. C'est toujours avec ce même pouvoir. Donc ce pouvoir aurait pu partir des cendres du Zaïre, des cendres du Impère, pour nous donner une nouvelle gouvernance. Mais malheureusement, nous sommes tombés, je dirais même trop bas. Parce qu'aujourd'hui, pour des exemples très simples, vous êtes à la Gombe, vous ne savez pas avoir de l'eau courante. Je note, Clément Kankou, que l'exercice critique que vous faites du pouvoir actuel, de par votre statut d'opposant et qui est normal, vous avez quand même un peu de mal à le faire de la même manière, avec la même verve par rapport aux cendres du moboutisme. Mais on y reviendra juste après. Tout de suite, c'est les éditos. L'observation des constats qui sont tirés par notre personnel politique et économique dans ce pays est toujours le même depuis des décennies. Budget de l'État dérisoire, manque d'infrastructures, richesses minières mal exploitées, guerres successives. Force est de constater pourtant que le principal fossoyeur, exterminateur des espoirs de notre pays est la corruption. Tous et tous les jours, sans nous arrêter, sans jamais discontinuer, nous posons des actes corrupteurs dans nos maisons, dans nos voitures, dans la rue, dans nos entreprises. La corruption n'est plus une variable d'ajustement, elle est devenue dans nos pays, en Afrique, l'acte fondateur de toute entreprise intellectuelle désireuse de se concrétiser. Tel un ver solitaire dans le ventre d'un malnutri, elle siphonne toute trace d'aliments qui passe. Nos volontés sont esclavagisées, asservis par ce ténia de l'âme. Au final, elle nous transforme tous en clones. Tous les individus capitulent devant ce rouleau compresseur, ce vampire qui nous dit que notre volonté n'est rien et que pour mener à bien nos projets, il faut accepter la corruption de son âme. Le début de la guérison, c'est la maladie et je voudrais entendre tous les responsables et les leaders d'opinion de ce pays crier haut et fort que notre pays souffre et que le premier de ces maux, c'est la corruption généralisée. Alors Clément Kankou Bokassa, comme de coutume, je vais vous faire réagir par rapport à mon petit éditorial vigoureux, je crois. Mais vigoureux, assez réaliste.
Je crois qu'en parlant de la corruption qui est un fléau dans notre pays aujourd'hui, cela devrait préoccuper chacun de nous. Parce que comment voulez-vous que ce pays puisse se développer quand la corruption est érigée en mode de gouvernance pratiquement? Et malheureusement, nous sommes dans un pays où les talons d'Achille se trouvent être la justice. Et vous le savez, c'est dans la Bible qu'on le dit. La justice élève une nation. Quand vous n'avez pas de justice, vous allez élever une nation comment? Donc le socle même d'un état de droit devrait être la justice. Une justice indépendante, une justice impartielle, une justice pour tous. Qui peut craindre la corruption s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de sanctions? Et malheureusement, nous avons au Congo, je pense, un problème d'engagement de la part de ce gouvernement à combattre réellement ces antivaleurs qui sont la corruption. Mais c'est vrai que bon... Mais ce socle fissuré ne date pas du 17 mai 97 ou 97. Ah non, non, mais on ne peut pas se justifier par rapport aux bêtises des autres pour dire que bon, les autres l'ont laissé. On a vu des pays au monde où il y a eu la corruption, où quand les gens sont arrivés, on a imprimé une nouvelle gouvernance et les gens se sont alignés. Donc je crois que l'exemple vient de nous-mêmes d'abord, nous la classe dirigeante. Vous ne pouvez pas demander au petit policier qui se tape, qui demande un petit bakchich sur la route, vous ne pouvez pas trop lui demander quand d'abord il n'est pas bien payé. Un policier, c'est quand même un salaire de misère qu'on paye quand même ces gens armés, ces gens qui nous gardent. Quand le chef de l'État est arrivé, il a ouvert les portes des prisons qui n'ont jamais été franchies par qui que ce soit. Quand il est arrivé, il a dit que la récréation ou quelque chose du genre, maintenant les choses étaient prises au sérieux. Il n'a jamais rien eu. Celui qui est en train de faire son cinéma aujourd'hui, M. Luzolo, il est arrivé avec la fameuse tolérance zéro. Vous avez suivi, c'était plus un feu de paille qu'autre chose. Donc les gens sont dans la corruption, sont bien installés dans la corruption parce qu'il n'y a pas de sanctions, malheureusement. Sur ce constat bien triste, sur tout le travail qui nous reste à accomplir, j'aimerais quand même revenir sur votre engagement politique personnel avant d'aborder vos questions d'actualité. Votre engagement politique, quand est-ce que vous prenez la décision personnelle de vous engager en politique? Vous savez, moi j'ai eu une histoire un peu atypique en politique. J'ai fait quelques expériences, j'étais conseiller de ministre pendant la Deuxième République, mais ce n'était pas par vocation, c'était une expérience de la vie. Pour la petite histoire, j'ai pris l'option d'aller en politique pour rejoindre Jean-Pierre Bemba, qui était à Gbadolité. J'estimais à l'époque qu'il faisait un travail qui m'a beaucoup plu, dans la mesure où c'était un jeune qui s'était engagé à combattre le pouvoir de l'époque de l'AFDEL, et je l'ai rejoint au MLC. Il y a une mutation après, j'ai quitté le MLC pour créer un parti avec Roger Lumbala. Le MLC avec le concours malheureux de certaines forces étrangères sur le territoire congolais. Le MLC avec le concours de l'Ouganda, certainement en appui au MLC, parce que la différence avec les autres forces rebelles, c'est que le MLC était une force rebelle qui était plus ou moins autonome, mais qui avait besoin de l'appui en termes d'instruction, appui matériel venant de pays voisins. Vous avez parlé de l'Ouganda. Donc c'est en rejoignant Jean-Pierre Bemba que je mets mes pieds en politique, mais là c'était quand même la politique, un mouvement armé. À Kinshasa, quand les mouvements armés se sont transformés en partis politiques, nous avons commencé à travailler ensemble jusqu'à ce que je puisse m'affranchir de mon partenaire de l'époque. La culture politique congolaise étant parfois un peu trop centrée sur la trame des événements, quelle est la sensibilité politique du MR sur l'échiquier? C'est un parti qui se trouve au centre, à gauche, à droite. Il est social-démocrate, il est libéral. Quelle est la sensibilité du MR? Nous sommes socio-libéral. C'est-à-dire que nous prenons une idéologie qui permet à chacun de se promouvoir, à chacun de prendre des initiatives. Le libre marché, oui, mais libre marché avec une petite dose d'encadrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter à 100% d'être libéral. Nous avons pensé que les gens peuvent s'exprimer,
les gens peuvent prendre des initiatives, mais il faut que cela soit encadré suffisamment par l'État. Donc nous sommes socio-libérales. Pour donner un peu l'exemple, c'est un peu comme qui dirait vous êtes en Allemagne, quoi. Donc Angela Merkel, un peu sur ses traces. Clément Cancou, dans cette émission, il y a une rubrique reportage. Je vais donc faire découvrir à nos spectateurs la journée que j'ai passée avec mes partenaires, mon partenaire, sous le signe de l'aide à l'enfance et du football. Et on se retrouve juste après pour aborder les questions d'actualité. Ce 18 juin 2015, RTL organisait une journée sur le thème du football et de la jeunesse. Quadruple joueur africain de l'année, milieu de terrain de Manchester City, capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, mais aussi ambassadeur continental d'RTL, atterrit à Kinshasa pour animer une série d'opérations accompagné par les ambassadeurs nationaux d'RTL, Papa Wemba, Fally Ipupa, Nyoka Longo. La journée a commencé par le don de matériel scolaire à une école de Kimbanseke, et ce moment magique où la star s'est livrée à un échange technique avec un enfant, le temps s'est suspendu. Un point presse avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Samalou Kondé. Juste après la visite des locaux du géant des télécoms, Yaya Touré était l'invité d'honneur de son ami Fally Ipupa pour une soirée-concert où la féerie s'est mélangée à la danse et aux paillettes. Clément Cancou Bokassa, on en revient à l'actualité. L'actualité, c'est le dialogue. Le dialogue qui a été demandé par le chef de l'État. Vous l'avez rencontré, vous avez été le voir, apparemment accepté le principe, et vous avez mis des réserves il y a quelques jours. J'aimerais que vous expliquiez exactement en quoi consistent ces réserves. Non, vous savez, le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose, hein. Le mouvement pour le renouveau prône le dialogue depuis longtemps. Si vous suivez dans la plupart de nos déclarations, nous avons toujours sollicité le dialogue. Et d'ailleurs, on était parmi ceux, je dirais malheureusement parmi les seuls à demander un calendrier électoral consensuel. Quand tout le monde était focalisé sur le calendrier global. Et quand le calendrier global a été publié, nous avons aussitôt solliciter un dialogue entre opposition et majorité pour parler de ces calendriers. Et malheureusement, le dialogue aujourd'hui souhaité par le chef de l'État pose problème. Nous l'avons vu, il nous a consultés, nous avons accepté de le rencontrer pour en discuter avec lui. Nous lui avons dit ceci, que le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose, mais que le contexte dans lequel on est en train de le demander aujourd'hui demande à ceux qui ont un travail de... Il faut convaincre les autres. Il faut que ce dialogue, ou du moins qu'il soit suffisamment inclusif pour être productif. C'est comme ça que nous avons souhaité que l'opposition, d'abord, de son côté, se mette d'accord sur l'opportunité ou pas. Parce que vous voyez, aujourd'hui, avoir un dialogue avec un groupe de l'opposition et un autre qui sera en train de bouder dehors, je crois que ça serait pas du tout productif, ni pour l'opposition, ni pour le pays. C'est comme ça que nous avons sollicité à l'époque déjà quelques rencontres au niveau de l'opposition. Malheureusement, on est buté à la suspicion qui vient de la part d'une grande partie de la population, parce que les gens estiment que le dialogue que Joseph Kabila veut organiser est tout simplement pour favoriser le glissement de son mandat. Il faut que les gens comprennent pourquoi on le fait. C'est comme ça que nous avons été plus loin. Et vous émettez des réserves par rapport à ce que la population vous renvoie, ou vous-même, en tant que chef de parti et député, vous n'êtes pas convaincu par la démarche? Parce que je voudrais me faire le porte-parole de ce que j'entends beaucoup. Les textes sont clairs. On nous dit qu'on est régi par des textes clairs, il y a une constitution, etc. On nous encourage à en prendre connaissance. Mais la question pour moi, c'est de savoir, est-ce que vous êtes convaincu par la démarche du chef de l'État, ou est-ce que vos réserves sont dues à des choses que l'on vous dit? D'abord, je dois vous dire que nous n'avons pas attendu le chef de l'État pour parler du dialogue. Et d'ailleurs, nous lui avons dit ça aussi. Donc le dialogue au mouvement pour le renouveau, nous en parlons depuis longtemps. Maintenant que lui accepte de parler du dialogue, nous lui avons dit que le contexte était différent. Nous, on a beau aimer le dialogue, mais si ce dialogue ne bénéficie pas de l'adhésion de tous, c'est tout à fait contre-productif.
quoi bon aller parler à un petit groupe de gens en oubliant le reste de la population? Donc, tout politicien, quoi que tu fasses, tu ne peux pas négliger l'opinion non plus. Parce que dans l'opinion, il s'est dit que... C'est vrai qu'il y a des gens qui se donnent ce travail-là d'expliquer ou de propager ce genre de nouvelles. Mais quand vous parlez avec les gens, moi je viens de Kananga, vous savez qu'après la rencontre avec les chefs de l'État, mais c'est vrai que j'avais déjà prévu ça de longue date, j'étais à Kananga pour expliquer par exemple à ma base le sens du dialogue. Mais nous avons aussi dit qu'on ne peut pas non plus donner un chèque en blanc à la majorité présidentielle. Vous avez dit que les textes sont là, mais est-ce qu'on a l'habitude de respecter les textes dans ce pays? Parce que nous savons que nous avons affaire à un groupe qui a beaucoup de problèmes de se conformer au texte. Nous estimons qu'il faut y mettre des garde-fous. Et le premier garde-fou, ce que nous avons demandé au chef de l'État, c'était de s'engager publiquement. Qu'il dise aux gens ce que lui, il entend ou ce qu'il veut avoir à travers le dialogue. Parce que si le flou persiste et que bon, chacun de nous a sa petite idée par rapport au dialogue, je pense que ça serait tout simplement comme dans une tour de Babel. La cacophonie, on ne va jamais s'entendre. Le fameux calendrier en soi, nous estimons qu'il y a des élections qui ne sont pas indispensables dans la mesure où cette majorité nous a habitués à ne pas avoir des élections, les élections locales. Donc on a dit il faut adapter ce calendrier à la conjoncture, à la situation économique de notre pays. Mais est-ce que c'est pas en soi un aveu d'échec de considérer aujourd'hui, vous en tant qu'opposition, qu'il y a certaines élections qui ne sont pas indispensables? Est-ce que c'est pas un manque de prospective et de votre part aussi? Parce que si on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on va choisir les élections qui sont indispensables et celles qui ne le sont pas, peut-être que la sonnette d'alarme aurait dû être tirée bien avant. On se retrouve aujourd'hui pressé par le temps, alors que peut-être on aurait pu être averti bien avant. Si vous suivez la marche de ce pays, l'opposition n'a fait que dénoncer depuis des années, les élections au niveau local. Nous l'avons dit dans toutes les... pour aller jusqu'au bout de son processus. Et les gens le savent. Alors nous disons ceci. Il y a un délai qui est constitutionnel, c'est-à-dire 2016, au mois de décembre, le chef de l'État doit faire sa passation de pouvoir avec son successeur. Elle est consignée dans la Constitution et nous n'avons pas le choix que de respecter. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous, les politiciens. L'ensemble de la population n'acceptera pas qu'il y ait un certain relâchement à ce niveau-là de notre part. Donc nous sommes liés aussi bien par notre population qui nous regarde et qui nous suit que par nos propres convictions nous-mêmes. Et même, je dirais même plus loin, par des calculs politiciens aussi, parce que nous sommes des politiques. On a compris que le point crucial et primordial pour vous était la présidentielle. Cette question des constitutions, j'aimerais juste, pour clôturer, cette question des constitutions n'est pas une question nationale. On peut observer partout en Afrique cette récurrence. Pour moi, le panafricanisme, est une notion très importante. J'ai d'autres origines africaines. Je voudrais vous poser la question, dans quel état l'Afrique est aujourd'hui que ces questions ne soient pas réglées une fois pour toutes? On respecte la Constitution, tout cela est clair et on avance. Est-ce que vous trouvez normal que nous sommes encore aujourd'hui en train de parler de révision constitutionnelle en Afrique? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, au lieu de parler des débats de société, à la télévision ici, au lieu de débattre sur comment financer les bourses d'études, comment financer la recherche scientifique, on est encore en train de monopoliser l'espace politique sur des questions politiciennes, comme la révision constitutionnelle. Et ça, ce n'est pas qu'au Congo. Regardez ce qui se passe au Burundi, il n'y a pas longtemps au Burkina Faso. Et vous entendez ici et là, le Bénin
mi-figue, mi-raisin, tantôt il est là, tantôt il ne vient pas, et aujourd'hui on nous dit qu'il aurait dit qu'il ne va pas se représenter. Vous regardez au Rwanda, c'est la même chose, c'est le parti au pouvoir qui fait signer des pétitions pour que Kagame se maintienne au pouvoir. Donc, au fait, je dirais que 50 ans après, nous sommes encore au stade de nous disputer les postes, de s'accaparer du pouvoir. Mais nous ne sommes pas au stade de développer nos propres projets. Juste par oui ou par non, pour fermer la question, le jour où vous serez chargé de l'exécutif, la question des constitutions ne se posera pas. Non, donc, toute constitution peut être révisée. D'ailleurs, la nôtre, il y a bien des choses. La première des choses que nous devons réviser, c'est de remettre les élections présidentielles à 2 tours. Parce que pour des raisons évidentes, la majorité présidentielle nous a imposé des élections présidentielles à 1 tour. Aujourd'hui, le président de la République pourrait être élu par une petite communauté, il a assez de voix, mais il va représenter l'ensemble du pays, ce qui n'est pas normal. Il y a bien des choses qu'on peut réviser dans cette constitution. Là où se pose le problème, c'est le timing qu'on trouve pour venir imposer une révision constitutionnelle. Et ça fait... c'est suspect pour la plupart d'entre nous, mais je pense qu'en toute sérénité, la Constitution, elle doit évoluer avec le temps. Je crois que le Congo est un grand pays qui a des ambitions. Il faut qu'à un moment, qu'on se regarde en face, qu'on regarde par rapport à ce que nous avons dans notre Constitution et qu'on se dise ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Regardez, en France, on a changé la Constitution combien de fois? Mais chez nous, malheureusement, on ne change la Constitution que pour faire plaisir à un individu. Malheureusement, et ça ne marche pas, et les gens, à ce niveau-là, les gens ne sont pas partants, et ça pose les problèmes que nous avons. Mais je trouve ridicule, aujourd'hui, nous qui avons quand même passé beaucoup de temps à l'étranger, d'être là, dans un pays, on fait de la politique, mais on perd du temps à parler de la Constitution, du respect de la Constitution. Donc, il faut qu'on puisse dépersonnaliser un peu les États, parce qu'aujourd'hui, on a personnifié l'État. Malheureusement, vous qui avez parlé de la Deuxième République, c'était le culte de la personnalité. Mais ceux qui arrivent après, aujourd'hui, 17 ans après, je dirais même 50 ans après l'indépendance, 55 ans, on en est encore à vouloir chanter tel désir, des choses que nous avons tous déplorées. Et malheureusement, je considère qu'on est dans un véritable recul et que les gens doivent évoluer. Et pour évoluer, il faut que les idées fonctionnent. Il faut qu'au Congo, quand le mouvement pour le renouveau parle, on sait que Clément Kankou est attaché à la formation des jeunes, qui va faire en sorte que les jeunes se prennent en charge. Il y a donc des idées qu'il faut faire passer. Malheureusement, on reste encore sur les débats des personnes et c'est bien dommage pour l'Afrique. Clément Kankou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez le premier invité politique de notre histoire. Donc je vous en remercie particulièrement. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir. Très professionnel et impressionné par la qualité des équipements et surtout la qualité des questions. Je souhaite en tout cas bonne chance à cette émission parce que ça nous permet de nous exprimer, d'aider la population à comprendre certaines choses. Je serai toujours là quand il y aura une invitation dans ce sens-là. Donc je souhaite bonne chance et continuez comme ça, c'est très bien. Le professionnalisme surtout.